pleine rentrée de Kananga où il a officiellement lancé quelques grands projets d'infrastructures routières. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à l'ambassade britannique à Kinshasa le lundi 12 septembre 2022. À travers son expression personnelle de sympathie congolaise et de solidarité avec le peuple britannique en deuil après la mort de la reine Elisabeth II. C'est ce que le chef de l'État congolais entend commémorer en personne la défunte. Arrivé sur les lieux en début d'après-midi, le chef de l'État a été accueilli par la chargée d'affaires Laura Mazar en l'absence de l'ambassadeur. Au moment de la poignée de main, le président Félix-Antoine Tshisekedi a été invité à signer une lettre de condoléances dans une salle à l'intérieur de l'ambassade. Dans ses écrits, le président de la République Félix Tshisekedi a rendu hommage au monarque presque éternel de la reine Elisabeth II au nom du peuple congolais et en son propre nom, tout en rendant hommage à son rare leadership et à son hommage aussi à sa personnalité particulière. Notez que la longévité marquera jamais ce monde vulgaire. À l'issue de l'exercice, qui relève de la catégorie du deuil national promulgué par le gouvernement britannique, le président de la République a échangé quelques minutes avec le chargé d'affaires britannique avant de quitter les lieux. Pour rappel, la reine Elisabeth II est décédée en son château de Balmoral, Écosse, ce jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans après plus de 70 ans sur le trône. Son fils prince de Galles lui succède sous le nom de Charles III. Ce dernier a fait son premier discours télévisé en tant que monarque à la nation britannique ce week-end, promettant une vie de service à ses sujets. À noter que le Royaume-Uni est l'un des partenaires privilégiés de la RDC. Elle est plus que jamais déterminée à maintenir la dynamique et à la renforcer sous la houlette du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les États-Unis félicitent le président Félix-Antoine Tshisekedi pour les progrès accomplis dans le domaine de la liberté d'expression. Lundi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué les questions liées à la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo dans les domaines de l'investissement et de la sécurité lors de sa rencontre avec M. Amos à la Cité de l'Union africaine. Horstein, coordinateur spécial de la Maison-Blanche pour les partenariats mondiaux d'infrastructures et d'investissement. Monsieur Horstein, qui a porté le message du président Joe Biden au président congolais, a déclaré aux médias qu'il avait discuté avec le chef de l'État d'une coopération dans les domaines de l'investissement et de la sécurité, en vue d'attirer davantage d'investisseurs américains en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est au bénéfice du peuple congolais. Par ailleurs, l'émissaire de Joe Biden a déclaré que les relations entre la République démocratique du Congo et son pays étaient très importantes. C'est pourquoi il est resté à Kinshasa pour les renforcer davantage. Il a ajouté que les États-Unis félicitaient le président Félix-Antoine Tshisekedi pour les avancées réalisées dans le domaine de la liberté d'expression. Arrivé à Nairobi dans la soirée du lundi 12 septembre pour l'investiture du nouveau président kenyan William Ruto prévu mardi. Les nouveaux et sortants présidents du Kenya ont reçu en tête-à-tête le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout sourire. Félix-Antoine Tshisekedi et William Ruto se sont enlacés et ont échangé quelques mots de félicitations. Après tout ça, j'envoie une équipe qui rencontrerait vos collaborateurs pour déjà vous briefer sur les grands dossiers sur lesquels nous allons nous pencher lorsque nous allons nous rencontrer ici à Nairobi ou à Kinshasa. Le Kenya continue d'user de ses bons offices dans le cadre du soi-disant processus de paix de Nairobi, grâce à l'implication du président sortant Uhuru Kenyatta.
Uhuru Kenyatta continuera à diriger malgré son départ à la tête de l'État. Le processus de Nairobi a été décidé par l'Union africaine. Depuis que le président Tshisekedi a pris ses fonctions à la tête de la République démocratique du Congo, en plus des bonnes relations du Congo avec le Kenya. Le Kenya a dirigé le déploiement de communautés militaires régionales dans l'est de la République démocratique du Congo et dans certaines parties de l'Afrique de l'Est. William Ruto, président élu du Kenya, prendra officiellement ses fonctions ce mardi 13 septembre 2022 à l'issue de la cérémonie d'investiture. Plus d'une douzaine de chefs d'État ont annoncé leur participation à la cérémonie de prestation de serment prévue au stade de Nairobi. Ruto est officiellement devenu le 5e président du Kenya le mardi 13 septembre 2022. Lors d'une inauguration post-électorale contestée, lors d'un vote cérémonial pacifique dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le nouveau chef de l'État, 55 ans, a prêté serment au stade Kasarani de Nairobi, tenant la Constitution dans une main et la Bible dans l'autre. Moi, William Ruto Samuel, j'ai prêté serment de respecter, protéger et défendre la Constitution du Kenya, en tant que président. A-t-il déclaré avec des acclamations assourdissantes et des vuvuzela entendant une main fraternelle à son adversaire. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous des Kenyans. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était l'un des 20 chefs d'État et de gouvernement réunis dans une foule de 60 000 personnes dans le plus grand stade, la capitale kenyane. Cette cérémonie met fin à près d'une décennie de présidence d'Uhuru Kenyatta, élu pour la première fois en 2013 et réélu en 2017. Le président sortant a entretenu des relations amicales avec le président de la République démocratique du Congo. Dans le discours inaugural, il n'y avait aucune inquiétude quant à la poursuite des projets de coopération entre Nairobi et la République démocratique du Congo. William Ruto a mentionné la République démocratique du Congo à 2 reprises, notamment dans le grand projet de construction d'une route reliant l'est de la République démocratique du Congo au port kényan de Mombasa baignant l'océan Indien. Asante, pongezi Mheshimiwa Rais. Tutulie ili tuendelee. Concernant le service de Monsieur Daniel Claude Mayim Tukwedi, notamment pour ses compatriotes sur le plan culturel.
mercredi 14 septembre 2022, le chef de l'État a assisté aux obsèques organisées par la Direction Générale du RTNC à l'établissement où se trouvait Daniel-Claude Mayim Poutou Kwedi a été lui jouant pendant 50 ans le talent d'artiste. Le président Félix Tshisekedi a déposé sa gerbe sur le cercueil de l'artiste. Puis il a consolé sa famille et enfin prononcé les mots de grâce en présence du ministre des Communications et des Médias et du ministre de la Culture et des Arts. Tu trahis ton frère. Ah, si tu es descendant de Manding, si tu es les frères de Balakouyate, si tu es réellement les descendants de Soundiata Keïta, tu n'as pas à trahir. Ah, Tikako, Brado, Attention. Brado, Voilà. Mobiki, Bandit. c'est sérieux, c'est sabotage. Voilà. Tu n'es même pas fort. Je te donne 11 000, ça lui donne pour les démarches que tu vas faire. Les démarches qu'on appelle collecte. Ça t'arrange? Quand le cardinal reçoit les artistes, il parle pour modérer, pour essayer d'éduquer, enfin pas éduquer, mais de sensibiliser les artistes à être propres dans leurs œuvres. C'est ça le grand problème. Parce que souvent les artistes parfois déconnent et je crois que le cardinal essaie de nous rappeler. Bon, la rare parce que le théâtre a évolué, et comme le niveau moro, tu as mis dans le cinéma. Mais si tu as coqué, ça va peut-être pour tout ça, la règlement, on a dit que tu vas évoluer. Tout ça, moi, retard côté à ma coquille, et on me dit que ça, tout ça, veut dire que et ça la paix que les chaos, ils vont au sala. Mais il y a aussi des moyens. Les moyens, ils ont des nan bat ba fungwani te po moyen ne ko ma wana muni rareté wana biso to sala kala eza ko sala bon kemke to lingi eza la différence par rapport na oya kala to kolisa makanisi na biso to kolisa pe musala ngo oh pendant que ça musala wana fa ba moyen ya ba moyen déjà compliqué voilà. Deux messages traduisaient l'homme. Mayim Poutou Kwedi, qui en tant que journaliste était également scénariste, réalisateur, interprète, acteur de cinéma et auteur de plusieurs productions théâtrales. À tel point que ses pairs le surnomment Tireba Caméléon de Seine-Tireba. De sa biographie, il ressort qu'il est né à Kinshasa le 24 septembre 1946, marié et père de 6 enfants. Il rejoint le RTNC en 1983 et fait toute sa carrière dans le fleuron de la troupe de théâtre populaire Salongo. Il en est également le directeur artistique. Mais ce n'est qu'en 1973 qu'il se lance dans le théâtre. Plusieurs autres intervenants sont passés au micro de la RTNC, suivis des responsables de l'ONTP, de la SAOCODA, de la famille, de la RTNC, de la province de Kinshasa et de l'association Banakin. Tous montrent le professionnalisme de Kwedi, ainsi que sa simplicité, sa générosité. Il convient de souligner les importantes contributions de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, FDNT, à 2 niveaux. Premièrement, le traitement formel et médical des artistes de théâtre populaire. Pour rappel, Kwedi est décédé le 30 août 2022 à l'hôpital Agi. Après le départ du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Le cortège funèbre s'est rendu au cimetière entre ciel et terre, passant devant le monument de l'artiste érigé place de la Victoire. Le
chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé mercredi soir une réunion pour faire le point sur la mise en œuvre des plans de développement à la base dans 145 arrondissements de la République. La réunion s'est déroulée en présence du Premier ministre, des ministres des départements, du DIRCAP, du chef de l'État et des représentants des agences partenaires recrutés pour réaliser le plan. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a déclaré aux médias que tous les projets identifiés sont prêts et que bientôt le chef de l'État commencera officiellement les travaux. Ce plan de développement tentaculaire prévoit la construction d'hôpitaux, de bâtiments administratifs et d'autres infrastructures pour près de 200 bâtiments à travers le pays afin d'améliorer le quotidien des populations. C'est à l'issue des élections législatives tenues le 24 août dernier que le président João Lourenço, tête de liste de son parti le MPLA, a été proclamé vainqueur. À 68 ans, João Manuel Gonçalves Lourenço a été réélu avec 51,17% des suffrages face à son adversaire de l'UNITA Alberto Costa Jr. pour un deuxième mandat successif de 5 ans dans ce pays frontalier de la République démocratique du Congo, à la place historique du mémorial Agostinho Neto du nom du premier président angolais, où la cérémonie a eu lieu ce jeudi 15 septembre 2022. Nous continuerons à investir dans l'être humain, qui est le principal agent du développement. Nous investirons dans son éducation, dans les soins de santé, dans des logements décents, dans l'accès à l'eau potable et à l'électricité, mais également dans l'assainissement de base. Nous allons continuer à travailler sur les politiques et les bonnes pratiques afin de promouvoir et encourager le secteur privé de l'économie pour augmenter l'offre de biens et de services produits localement et augmenter les exportations, créer de plus en plus d'emplois pour les Angolais. La République démocratique du Congo était représentée au plus haut niveau par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, également à titre de présidente en exercice de la SADC et de la CEAC. Arrivé autour de 9h30 local à Luanda en provenance de Kinshasa. À sa descente d'avion, il a été accueilli par un comité restreint côté angolais conduit par le ministre des Affaires étrangères. Côté congolais, c'est M. Jean-Willy Mukendi Kayaya, le chargé d'affaires de la République démocratique du Congo, qui l'a accueilli au bas de la passerelle, ainsi que le conseiller militaire du chef de l'État. Neto a eu 2 temps forts. Premièrement, la présentation d'une cinquantaine de délégations de divers pays qui en leur présence ont souligné la prestation de serment du président Lourenço, qui comprenait une vingtaine de chefs d'État, dont le Portugal, le Congo-Brazza, le Zimbabwe, la Zambie, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe et le Zimbabwe, ainsi que plusieurs représentants de gouvernements et d'organisations internationales. Notons enfin que le président Tshisekedi et son président zambien Hakainde Hichilema envisagent de tenir un colloque à l'issue du dîner que le président Lourenço a offert à ses invités au palais présidentiel. Dans leurs échanges, des actions de suivi réservées à l'accord récemment signé entre les deux pays apparaîtront certainement, notamment dans l'exploitation conjointe des riches minéraux stratégiques des deux pays. À l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi s'incline le vendredi 16 septembre 2022 devant la dépouille de Madame Moulamba, née à Nga Luela Adolphine, veuve de l'ancien Premier ministre général Moulamba Kadima Léonard et mère de Monsieur Moulamba Jean-Paul, assistant logistique du chef d'État. Mua Moulamba est décédé à Kinshasa le 9 septembre 2022 à l'âge de 80 ans. Son défunt mari, le général Léonard Moulamba, a sauvé la ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu de la rébellion muletière.
Cela lui a valu le surnom l'homme de Bukavu et, en plus, un monument en pierre nommé Place Mulamba a été érigé en l'honneur de ses grands arts martiaux. À ce titre, le président Mobutu l'a nommé Premier ministre lorsqu'il a pris le pouvoir en novembre 1965. Monsieur Étienne Tshisekedi, le père biologique du président Félix Tshisekedi, est ministre de l'Intérieur au sein du gouvernement. C'est donc une brave dame qui s'en est allée, jouant un rôle important dans la vie publique en République démocratique du Congo aux côtés de son illustré époux et jouant avec ardeur le double rôle d'épouse et de mère. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société Aris de paix des Émirats arabes unis ont signé vendredi en présence du président de l'Union africaine Félix Tshisekedi Tshilombo un accord cadre pour créer une zone économique spéciale d'Ikin Malebo. La vice-première ministre chargée de l'environnement, Madame Eve Bazaiba, qui a signé l'accord au nom de la partie congolaise, a déclaré qu'il était le résultat d'un long processus de cristallisation de la vision du chef de l'État pour le développement du pays. Apporter de l'emploi et de la tranquillité sociale grâce à la création de zones économiques spéciales. Pour le vice-premier ministre Bazaiba, l'accord vient d'être conclu avec un partenaire qui a fait ses preuves fiables et crédibles dans d'autres pays africains. Le projet, qui a débuté à Kinshasa, s'étendra au Katanga, au Grand Est, au Grand Équateur et à toutes les autres provinces, a-t-elle ajouté. Il s'agit de la construction d'usines de transformation du bois, du minerai, des verreries, du recyclage des déchets, etc. Gaganguta, PDG d'Aris AIP, qui a signé l'accord au nom de l'entreprise, a déclaré que son entreprise était particulièrement douée pour le développement de zones industrielles. On le trouve dans le bois, le soja et le coton du Gabon, du coton, du Bénin et du Togo. En République démocratique du Congo, Aris AIP développera des industries telles que le bois, la verrerie, les produits pharmaceutiques, l'alimentation des motos, les batteries, etc. qui devraient tout investir environ 850 millions de dollars sur toutes les périodes et créer 15 à 20 000 emplois. 4 membres du gouvernement représentant des ministères départementaux ont assisté à la signature de l'accord. Il s'agit de la vice-première ministre Eve Bazaiba, chargée de l'environnement, Sakombi Molendo, ministre des Affaires foncières, Adel Kayinda du portfolio et Julien Paluku Karongia, ministre de l'Industrie. Les 3 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Cuba, de la République fédérative du Brésil et de la République de Turquie en République démocratique du Congo, Jesus de la Emo Fernandez, Roberto Parenteus Numura URCU. Présentation des lettres de créance au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors d'une cérémonie protocolaire ce samedi à la loge présidentielle à Montgaliema. Jesus de la Emo Fernandez, le nouvel ambassadeur de la République de Cuba en République démocratique du Congo, est titulaire d'une licence en relations politiques internationales. L'ambassadeur brésilien Roberto Parente est né le 25 juin 1956 à Sao Paulo. Il est diplômé en architecture de l'université Mackenzie, puis est allé au St. Paul's Metropolitan College pour étudier le journalisme. Turkus Numura Ülkü est né le 30 octobre 1965 à Ankara. Il a étudié à la faculté d'économie et de politique de l'université Bogazic. L'ambassadeur Urku a occupé plusieurs postes au cours de sa carrière diplomatique. Le vice-ministre des Affaires étrangères Sami Adou Bango Aoto, le directeur de cabinet du chef de l'État Guilan Nimbo Mbouizia et le conseiller principal de l'École des Affaires étrangères Christian Bouchiri ont assisté à la cérémonie de remise des livres.
Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu une délégation des chefs traditionnels Teke Yaka dans la cité de l'Union africaine. Conduit par le chef traditionnel Soukou M. Fabrice Minikongo Kavabio Kozombi pour résoudre les conflits fonciers sur le territoire de Kwamout, province du Mayi-Ndombe. Ce dernier a été mandaté par le chef de l'État pour arbitrer le conflit entre les deux tribus en vue d'instaurer la paix et la coexistence pacifique entre les deux communautés. Nakendaki, ndenge mokonzi ya mboka atindaki, nakomaki na territoire ya Kwamutu, ndenge omoni na droite na ngai c'est les Teke, chef de groupement à Bateke, et na gauche na ngai c'est le grand chef Kianvu Kasongolonda. Donc Yaka et Teke. Donc deux personnes au babandaki ko kutana te, babandaki ko fande sika mokote, soki bakutani babandaki kaka kobomana. Mais tango moni bango nyonso ensemble et puis na ye na bango pa mokonzi ya mboka pona kopesa rapport na oyo ya tindaki ngai, cela veut dire que de trouver solution sur le plan traditionnel, je peux dire, parce que likambo oyo ezalaki likambo ya mabele. Teke alobi mabele nanga, Muyaka alobi mabele nanga. Et maintenant bakomi ko bomwana total nani mabele mukolo mabele. Deuxième phase toko kene maintenant na ba rituel entre les Teke comme makila et tangi na mabele na bango, baza na ba droit na bango oyo il faut ba Yaka ba respecter yango. Et les Yaka aussi na tour na bango balobi ke les Teke aussi ba bomi ba Yaka. Na coutume na bango pe ba Yaka ba Teke il faut aussi Bafutana Bayaka. Minikongo a déclaré que lors de sa mission d'apaisement, il avait appris qu'il y avait une main invisible derrière le conflit, causant des morts humaines et des dégâts matériels massifs. Il a également appelé la classe politique, notamment les délégués, à cesser d'attiser davantage les flamands se faisant passer pour des tireurs. C'est Mouké na kopesa na bayi politique. Na bayi politique entre Yaka et Teke. Vraiment, pour influencer les deux communautés, ce n'est pas bien. Donc, bah, député, et surtout Mingi le député, bah, député Batika, pour entité, bah, Ninga, Bateke, ou P. Bayaka, Batika. Parce que tant que Batu Bazoko Koufa, ce n'est pas bien. Donc, Ngai n'a pas ce conseil, et pas Bande Konangai, bah, politicien, ou ya, contre les Kambouébimi, Babima, Nali Banda, Yamakambo, Oyo. Parce que Tata Mokonzi Mboka, apesa bango nyonso misala oyo azangi musala zate entre Teke et Yaka bazoko sala na kati ya gouvernement. Nana Mandouble Anina, ministre auprès du président de la République qui accompagnait ses autorités traditionnelles auprès du chef de l'État, a indiqué que les avancées dans la résolution du conflit étaient très importantes, ajoutant que le chef de l'État venait de donner des instructions que les deux peuples doivent obligatoirement respecter. Et il a demandé à ce que ce processus continue. Donc pour cette première partie, la réconciliation est effective, vous pouvez le voir. Et ils ont réussi, quand ils étaient sur le terrain, à élaguer les barrières, ce qui a justifié la présence de certains politiciens. Ils ont réussi à ramener les gens qui se cachaient dans la forêt, dans leur village. Mais il y a une suite, parce que ce changement-là, c'est un processus. Et le chef de l'État a demandé à ce qu'ils attendent son retour. Il va donner des orientations pour qu'eux rentrent, continuer le processus de la paix. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit s'impliquer personnellement dans la résolution finale du conflit, en attendant pendant une courte période les souhaits de l'autre. Entre-temps, tous ces chefs traditionnels ont reçu l'ordre de rester à Kinshasa jusqu'à ce qu'ils acceptent pleinement la bénédiction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aux premières heures du lundi 19 septembre, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à New York, accompagné de l'honorable première dame Denise Nyakero.
Les chefs d'État ont assisté à la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, dont la journée d'ouverture est prévue le mardi 20 septembre. Les phénomènes que nous connaissons aujourd'hui sont des phénomènes qui s'expliquent par de nombreux facteurs, des facteurs économiques, mais aussi par le changement climatique. Notre gouvernement a essayé de trouver des solutions structurelles et non pas conjoncturelles, et seul l'avenir pourra essayer d'équilibrer un petit peu ces phénomènes de migration irrégulière. Nous avons d'ailleurs investi pour essayer de générer des emplois et pour répondre aux besoins des populations. Nous avons également légiféré afin de mettre en avant le tissu social, mais ce sont des efforts que nous devons consentir tous ensemble. Il faut que des personnes n'essaient plus de migrer de façon irrégulière, mettant en danger leur famille et se mettant en danger elles-mêmes. C'est une question qui relève de notre sécurité, mais aussi de la sécurité internationale. Nous avons subi l'arrivée de flux migratoires. Nous sommes confrontés à ce problème, mais nous essayons de prêter main forte à de nombreuses personnes en respectant les droits humains, et nous avons adopté la législation de lutte contre la traite des personnes, délit transnational reconnu de tous, et nous avons justement appelé de nos voeux une aide de la part des gouvernements de la région de Alba pour trouver des solutions adaptées à l'immigration irrégulière et à des investissements idoines. Complexe. Vers 23h, heure de Kinshasa, le président Félix Tshisekedi s'est adressé à la tribune onusienne en sa triple qualité de président de la République démocratique du Congo et actuel président de la CEEAC et de la SADC. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole du haut de cette tribune pour faire entendre la voix de mon pays, la République démocratique du Congo, sur les principales questions qui préoccupent au plus haut point la communauté internationale actuellement. Monsieur le Président, je voudrais néanmoins, avant toute chose, vous féliciter pour votre élection à la présidence de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Je suis convaincu que vous donnerez le meilleur de vous-même pour la réussite de cette session et vous garantis tout le soutien de mon pays. Monsieur le Président, les défis majeurs auxquels l'humanité fait face actuellement sont les suivants. La sécurité et la paix pour tous, la maîtrise des changements climatiques, la relance de l'économie mondiale après la Covid-19, la lutte contre la pauvreté et la promotion du bien-être collectif. Ces principaux défis sont complexes et intimement enchevêtrés. Conscient de cette réalité, je salue le choix judicieux et la pertinence du thème central de ces assises, à savoir un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis intriqués. À l'évidence, le relèvement de ces défis, la République démocratique du Congo souscrit à la position de l'Union africaine et appelle toutes les parties au conflit à suivre la voie du dialogue et du droit préconisée par l'Afrique, qui a par ailleurs l'expérience de gestion des crises sécuritaires provoquées par des groupes armés dans certains de ces États. À ce sujet, les Nations unies savent que mon pays, la République démocratique du Congo, est victime d'une crise sécuritaire aiguë qui dure depuis plus de 20 ans à l'est de son territoire national. Tout observateur honnête et de bonne foi reconnaît que cette crise est causée principalement par les convoitises que suscitent ces fabuleuses richesses naturelles
et les ambitions de puissance de certains de ses voisins. Le peuple congolais reconnaît l'implication des nations et des partenaires extérieurs bilatéraux de la République démocratique du Congo pour juguler cette crise. Il leur en est reconnaissant et s'incline devant le sacrifice de vaillants soldats de la paix qui ont perdu leur vie, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans. Le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit n'ont duré que l'espace de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et on recommence toujours avec les mêmes tragédies. Depuis mon élection à la tête dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud, c'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme Coordination non gouvernementale humanitaire et des droits de l'homme crédibles les ont établis dans des rapports documentés et objectifs à la limite du scientifique. Au demeurant, pour éclairer la communauté congolaise, réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait d'une part encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise
et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Cette démarche d'ajustement est exigée par le constat unanime, même au niveau le plus élevé de notre organisation, des faiblesses regrettables de la MONUSCO, ce qui affecte certainement l'efficacité et la légitimité de l'action ne peut par conséquent nullement remettre en cause les relations entre mon pays et notre organisation. Quoi qu'il en soit, je réaffirme haut et fort à cette tribune de la plus haute exigence de défendre toujours, jusqu'au sacrifice suprême, l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays, dans le respect bien sûr du droit international et des engagements pris au sein des organisations internationales dont il est membre. C'est ici le lieu pour moi de préciser que l'État congolais et la société civile ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La République démocratique du Congo n'est pas et ne sera jamais génocidaire. De même, je soutiens que la prétendue collaboration que certains officiels congolais entretiendraient avec les opposants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, dont se servent les dirigeants rwandais pour justifier les agressions répétées de la RDC, est un alibi qui n'est corroboré par aucun fait néant par les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en étroite collaboration avec l'armée rwandaise dans le cadre des opérations conjointes menées il y a quelques années. La République démocratique du Congo a en outre rapatrié plusieurs éléments des FDLR et leurs familles. Dès lors, les Congolais se demandent de quel FDLR parle-t-on? Quel est le mètre carré du territoire rwandais occupé par ces fantomatiques FDLR? À quel lieu précis du sol rwandais a-t-on jamais vu un jour un soldat congolais? Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo reste disponible pour toute action répressive contre tout groupe armé qui tenterait de troubler la paix et la sécurité dans un pays voisin et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, le peuple congolais demande aux Nations Unies, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et aux partenaires de la République démocratique du Congo de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises et de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité, à la construction d'une paix durable et à la création de conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région des Grands Lacs et pour le bien de tous. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci. 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille d'opération successive du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe,
la SADC. 2. Multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23, dont les dirigeants sont du reste sous sanction de l'ONU, et montrer plus de fermeté à leur égard pour qu'ils respectent les positions prises par les organisations internationales précitées. 3. Appuyer la poursuite du processus de paix de Nairobi, les discussions de Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et le déploiement de la force régionale de l'Afrique de l'Est, dont le statut et les règles d'engagement viennent d'être signés le 8 septembre dernier à Kinshasa, successivement par le gouvernement congolais et le secrétariat général de la CAE, d'une part, et d'autre part, par les FRDC et le commandement de cette force régionale. 4. Encourager le président honoraire du Kenya, le président Uhuru Kenyatta, et le président de l'Angola, de la République d'Angola, Joao Lourenço, médiateur de la CAE et de l'Union africaine dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, à poursuivre leurs bons offices. 5. Lever tout obstacle à la restructuration par la République démocratique du Congo de ses forces armées et de défense, à la montée en puissance de celle-ci pour mieux remplir ses missions régaliennes, notamment par la levée pure et simple de toutes les mesures restrictives de l'acquisition d'équipements militaires, quelle qu'en soit la forme édictée par le Conseil de sécurité de l'ONU. La réalisation des actions préconisées ci-dessus garantira sans doute le peuple congolais de la certitude d'un règlement de la crise et facilitera un dialogue constructif entre toutes les parties concernées quant à ce. Ces propos sont intervenus dans un contexte spécifique au pays marqué par l'agression confirmée au Rwanda, les processus de paix à Nairobi et à Luanda, et les bouleversements provoqués par la présence de la mission des Nations Unies au Congo de la MONUSCO. À toutes ces questions, le président de la République Félix Tshisekedi souhaite mobiliser la communauté internationale de laquelle puiser un soutien et une réponse claire de toutes parts. Comme à chaque réunion des dirigeants mondiaux, la question climatique revient dans tous les discours. Ces changements posent deux problèmes fondamentaux, à savoir la mise en œuvre d'instruments juridiques et financiers issus de négociations internationales, en particulier dans le cadre des différentes conférences des parties à l'accord des Nations Unies sur le climat, la COP, et la transition énergétique. Il est temps, d'une part, de mettre fin à l'exécution sélective des engagements souscrits par les pollueurs et d'autre part, de compenser au nom de la justice climatique les efforts fournis par les pays moins pollueurs, dont ceux de l'Afrique, pour préserver l'environnement dans l'intérêt de toute notre planète. Et on ne peut manquer d'évoquer la question sans évoquer la République démocratique du Congo comme solution nationale. Les dirigeants mondiaux attendent également avec impatience les propos du président Tshisekedi sur la production de minerais stratégiques, dont le pays est le dépositaire de ces matières rares et précieuses qui servent notamment à la production de véhicules électriques.